Didier Lapostre, bonjour. Alors vous allez nous parler des pigeons quand l'intelligence donne des ailes. Donc vous êtes historien et vous êtes président d'Aéro, qui est l'association espace de rencontre entre les hommes et les oiseaux. Donc vous êtes spécialisé dans les animaux finalement qui vivent en ville. Et puis vous êtes auteur du livre Des pigeons dans la ville, secret d'une relation millénaire entre deux bipèdes. Alors justement, commençons par le pigeon dans l'histoire, parce qu'avant il avait une image formidable, le pigeon. C'est l'animal qui a été domestiqué il y a des milliers d'années, avec lequel on vit dans nos villes, mais à la campagne. Et on vit avec lui avec intérêt pour l'homme, c'est-à-dire qu'on le consomme, on l'utilise comme messager, on va aussi utiliser ses fientes à l'époque, et jusqu'au 19e siècle, on va réussir comme ça à le considérer comme un animal utile. Utile, et puis il a l'image de l'amant attentionné, du mari fidèle, enfin des tas de choses très positives. Alors voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au XVIIIe siècle, à l'époque où on considère que les animaux sont des machines, Buffon, le grand naturaliste, parle d'automates. Et dans le même temps, dans les écrits de ces auteurs scientifiques, on voit qu'ils utilisent beaucoup de termes liés à des sentiments. On prête aux pigeons tout un tas de sentiments. Quand la parade dont on parle aujourd'hui, on va parler plutôt des amants qui vont se roucouler ensemble, qui vont s'embrasser. On a une image très sentimentale. Et en même temps, c'est un chef de famille responsable. C'est vrai qu'on a aussi l'image du pigeon avec sa famille qui s'occupe bien de ses enfants. Alors, de A à Z, entre la construction du nid, où le mâle a un rôle très important, puis ensuite c'est une espèce où il y a une présence du mâle continuelle. Buffon raconte qu'il y a des créneaux particuliers de midi à 15h et puis en fin de journée où il remplace la femelle pour qu'elle puisse se reposer et aller chercher sa propre nourriture. Donc on voit une répartition. On pourrait dire de façon humoristique que le pigeon est un féministe avant l'heure, quelque part. Et alors, il sert aussi symboliquement la noblesse. Alors aussi, il y a une connotation très sociale chez le pigeon. Tout à fait, puisque depuis Charlemagne, les colombiers ne peuvent appartenir qu'aux maîtres, qu'aux nobles. Et donc, pendant la Révolution française, c'est le drame pour cet animal, c'est que dans l'article 2 de l'abolition des privilèges, article 2 sur 18, la destruction des colombiers et des pigeons est prononcée de fait, et durant une trentaine d'années, les pigeons vont être détruits en France. Oui, c'est terrible. Alors, d'autant plus qu'au XXe siècle, là, ça va être un peu l'horreur. Il va avoir une image qui va complètement se dégrader, alors qu'il nous a rendu beaucoup de services. Alors voilà, avant d'arriver au XXe siècle, il y a une réhabilitation au XIXe pour ses qualités premières, l'utiliser comme messager. Il devient aussi un héros de la nation pendant les différentes guerres de 1870 de 1914. Alors, héros de la nation, il faut quand même le dire, parce qu'il porte des messages et souvent il le paye de sa vie. Exactement. Alors, héros de la nation parce qu'il a le courage de partir du front pour emmener des messages à l'arrière, mais aussi parce qu'il va, dans les faits, sublimer l'élan patriotique, entre autres, de la guerre de 14-18. Puisqu'en chaque fois qu'on parle du pigeon, on ne parle pas du pigeon comme héros nous ayant fait gagner une bataille, mais au contraire, un pigeon qui, face à une défaite, permet d'informer l'arrière que le front cède et permet ainsi de sublimer l'élan patriotique. Quelque part, il montre aux soldats français, mais aussi au peuple français, qu'il est courageux et que donc, si cet animal est courageux, on doit aussi être courageux, nous, humains. Et puis, avant la mauvaise image, on va arriver à sa mauvaise image, j'aimerais bien que vous nous parliez de l'agriculture, parce que souvent les agriculteurs râlent contre les pigeons, ils ont tort. C'est un allié. Justement, pendant la Révolution française, il a été critiqué pour
consommer les récoltes, le destructeur de récoltes. En fait, au XIXe siècle, vers 1820-1830, des hommes comme Boitard et Geoffroy Saint-Hilaire ont montré son utilité dans l'agriculture, ont montré qu'au contraire, on pouvait utiliser ces fientes, que la faible consommation des récoltes qu'ils faisaient était largement compensée par les fientes qui étaient le meilleur engrais du monde, le guano, qui permettait d'avoir des cultures, que ce soit sur le blé, que ce soit pour les melons ou d'autres céréales ou fruits, ça permettait d'avoir de très bonnes récoltes. Alors malgré tous ces services, hélas, il y a une connotation hygiéniste qui va finalement être le début de son malheur, le début de la fin, quoi. Voilà, après la Seconde Guerre mondiale, on parle encore un petit peu de nos frères Bizet dans les villes, les élus, hein, c'est pas seulement le peuple, c'est vraiment des gens d'une certaine condition sociale, parlent de ce frère Bizet à qui on ne pourrait pas faire du mal. Et dès les années 1950, une étude sort en France, relayée par une autre étude aux États-Unis, développant l'idée des maladies transmises par le pigeon à l'homme. À ce moment-là, une campagne se met en place sur la destruction possible de ces pigeons. Mais cette notion de détruire le pigeon, elle va se faire sur une quinzaine d'années, avec très grande prudence, et un préfet célèbre, Papon, le préfet Papon à Paris, qui avait fait, dont on connaît le passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce préfet Papon a de fait été très prudent, disant qu'il ne voulait pas faire mal aux pigeons, parlant d'un dépaysement des pigeons. On emmènerait les pigeons dans d'autres villes, ailleurs qu'à Paris, pour éviter les contaminations. Mais dans les faits, si vous voulez, très rapidement, ou progressivement, il y a eu des destructions organisées. Et à partir de là, si vous voulez, a commencé dans les années 60 les captures, la systématisation des captures à but de mort. Alors un sort qui est d'une cruauté inouïe, et c'est d'autant plus stupide que le pigeon est un animal particulièrement intelligent. Alors cette intelligence, c'est tout le paradoxe, c'est qu'au moment où on va tuer le pigeon parce qu'il causerait des nuisances, on a un développement d'études. Dès 1964, Ernstein, par exemple, va développer des études sur la capacité des pigeons à catégoriser, à classer des objets. Et à partir de là, si vous voulez, des centaines d'études vont être menées. Paradoxe, hein, vraiment. Le pigeon est intelligent, mais on le tue à côté. Et on le tue pourquoi ? Parce que sa fiente salit nos façades et parce que éventuellement il pourrait nous transmettre des maladies. Alors dans les tests, il y a le fameux test du miroir qu'on connaît, où on met un point et on voit devant un miroir si l'animal le voit, donc il le voit comme la pie d'ailleurs. Mais c'est un test qui est assez contesté aujourd'hui. Par contre, il y a des tests intéressants. Vous parlez de tests musicaux et picturaux. Alors ces tests qui ont été faits, ils ont été faits en laboratoire, sur des individus sélectionnés et après moult apprentissages. Oui, donc déjà, faut relativiser, voilà, hein, vraiment. Qui sont des animaux stressés, pas dans leur contexte. Moi, j'ai trouvé un des exemples des capacités artistiques du pigeon, c'est cette capacité à faire la différence entre la musique de Bach et la musique de Stravinsky. Bon, ça, je trouve que c'est croustillant. Et puis aussi, et peut-être surtout, le fait qu'il a la capacité de différencier les peintures de Monet et les peintures de Picasso. Et je ne sais pas si les scientifiques ont choisi Monet et Picasso par hasard, mais quand on sait que Monet était un nourrisseur de pigeons avec sa femme, il y a des photos de lui à Venise, et quand on sait que Picasso a peint au moins une vingtaine de peintures avec des pigeons, et était un nourrisseur invétéré de pigeons, c'est vrai qu'on se dit, bon, les pigeons reconnaissent leurs amis quelque part. Alors sinon, il y a eu beaucoup aussi de tests un peu plus classiques, je dirais, de comptage, probabilité. Alors c'est peut-être un peu compliqué de développer, mais c'est un animal, c'est un pigeon qui a le sens finalement du chiffre. Voilà, il a été prouvé qu'il pouvait compter jusqu'à 3, qu'il sait que
1, c'est moins que 2 est moins que 3. Certains ont pu compter jusqu'à 9, même si les scientifiques ont quand même montré qu'il avait plus de difficultés que les primates, par exemple. Mais il a cette capacité à pouvoir compter, à pouvoir émettre des probabilités aussi, mais alors là on rentre dans quelque chose qui est tout à fait aussi, bon, peut-être un peu contestable aujourd'hui ou critiquable, bon, mais en tout cas au-delà de ça, il y a aussi ce test de la banane qui est tout à fait intéressant, puisque c'est le test où l'animal peut se servir d'outils pour se nourrir, pour essayer d'avoir accès à quelque chose. Et ce test de la banane, un pigeon dans une boîte, il ne peut pas voler, il voit une banane mais il n'arrive pas à l'attraper, et à ce moment-là, il y a un petit cube à côté de lui, et il va déplacer progressivement ce cube, monter sur ce cube, échouer pour attraper, redéplacer le cube et réussir. Et là, on voit ce qui est très intéressant, c'est que le pigeon, au travers de cette expérience, il a le sens de l'observation, il a la capacité de voir quelque chose qui peut l'aider, il sait tenter des expériences et échouer, et donc progresser de son échec en allant vers une autre solution, ou en tout cas une modification de la solution, et arriver au succès. Donc analyser, d'une certaine façon. Voilà. Alors ça, c'est une toute petite partie, je dirais, de l'intelligence qu'on découvre, puisqu'ils, comme vous le dites, ils sont en cage, ils sont seuls, etc. Dès qu'on voit les pigeons dans leur élément naturel, là c'est dingue. On ne sait toujours pas d'ailleurs comment ils arrivent à s'orienter d'une manière aussi exceptionnelle. Alors ça, c'est toujours le mystère et qui intéresse l'homme, mais je pense que ça intéresse l'homme parce que si on trouvait ce que certains appellent le sixième sens du pigeon, c'est vrai que ça serait très utile dans l'armement ou dans d'autres domaines, donc je pense que c'est pas gratuit ces recherches-là. Mais toujours est-il que aujourd'hui, au stade actuel, on sait qu'il a une boussole solaire, une boussole magnétique, ça on est à peu près sûr qu'il sait se repérer par rapport au Soleil, par rapport à des éléments magnétiques. On sait aujourd'hui qu'il a un tel sens olfactif qu'il utiliserait ça, c'est-à-dire qu'il y a eu des expériences faites par des Canadiens montrant que quand on empêche le sens olfactif de fonctionner, les pigeons munis d'un GPS ne suivent pas les lignes les plus rapides pour aller d'un point à un autre. Donc ça, on voit bien, mais aujourd'hui, la synthèse de tout ça, c'est de dire qu'en fait, le sens de l'orientation des pigeons est lié à un ensemble de facteurs qui leur permet, on parle d'un système complexe d'orientation. Alors, cette intelligence, parce que l'on peut vraiment parler de ça, fait qu'il arrive à s'en sortir dans une jungle épouvantable qui est la ville. Pour un animal, c'est terrible. Et là aussi, on arrive, alors pour le coup, vraiment à votre sujet, c'est-à-dire défendre les pigeons dans les villes. Là aussi, où le pigeon fait preuve d'une intelligence incroyable pour se débrouiller, pour communiquer, etc. Racontez-nous la vie de groupe. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette intelligence individuelle ou collective dont on vient de parler, après comment elle peut leur servir dans cette jungle urbaine et comment ils vont mettre ça en pratique. On voit par exemple sur la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale qui est aussi une intelligence, ils savent reconnaître un nourrisseur gentil, mais quelqu'un qui va être agressif, ils s'en souviennent et ils vont l'éviter, en tout cas, ils vont ne pas s'en approcher. Et là, on voit bien comment, en reconnaissant les nourrisseurs, on a fait des expériences de cette nature, où on avait la nourricière qui, de chez elle, on voyait qu'il y avait un veilleur, c'est au Square Franz Liszt à Paris, pour dire les choses, il y avait en face de chez elle toujours un veilleur, un pigeon en face de chez elle. Dès qu'elle sortait, le Square Franz Liszt, qui était vide, se remplissait de chez elle alors qu'elle habitait à 100 mètres de là. Et donc, le square se remplissait et quand elle arrivait, avec des vêtements différents, quand elle arrivait, les pigeons étaient déjà là, attendaient le nourrissage, et donc ça montre cette reconnaissance et cette organisation qu'ils avaient mis en place avec donc un veilleur, sans doute plusieurs veilleurs, puisqu'ils réussissaient à se concentrer jusqu'à peu près 150 pigeons.
Alors, on voit qu'ils savent donc s'adapter aux humains, ils savent trouver plein d'habitats différents pour vivre. Dans l'ensemble, finalement, ils sont assez célibataires. On a toujours l'image du couple. Finalement, c'est pas vrai, ça. Alors, quand ils sont... l'avantage de l'habitat en groupe, c'est qu'il est très sécurisant. Dès que vous avez un prédateur qui arrive, il y en a un qui se lève, enfin qui s'envole et les autres s'envolent. Donc, pour les célibataires, la plupart des célibataires dorment en groupe, ça c'est clair. Ils sont perchés sur des rebords de façade, ils sont sur des poutres, ils sont en groupe, quel que soit le nombre. Ensuite, pour les animaux qui vivent en couple, ils peuvent vivre en couple au milieu du groupe, mais on le voit y compris dans les pigeonniers urbains, où on retrouve beaucoup d'œufs à l'intérieur, par terre, cassés et tout ça, parce qu'il y a des tensions entre pigeons. Ils ne sont pas si gentils que cela entre eux. Et donc, il peut y avoir des dominances qui s'expriment. Et donc, à partir de là, le couple peut avoir intérêt, pour des raisons de sécurité, à vivre en groupe, mais bon nombre de pigeons préfèrent vivre en couple sur un balcon, tranquille, à un endroit où ils seront seuls pour couver ensemble. Alors malgré les disputes, il y a quand même, ils sont assez féministes, il y a une bonne répartition des tâches, hein, il n'y a pas de... c'est un animal extraordinaire puisque non seulement il est bricoleur, puisqu'il construit le nid et il présente le nid à sa belle et il essaye de la convaincre d'y rester, et ensuite il va partager les tâches, que ce soit pour aller chercher à manger aux pigeons et donner le lait de jabot, puisque c'est quand même un animal qui, mâle et femelle, donne du lait de jabot aux petits, et en même temps, il va couver à la place de sa belle pour qu'elle se repose ou qu'elle ait trouvé à manger. Et alors, il éduque avec beaucoup de tendresse son petit, mais il n'y a pas de tanguy chez les pigeons. Alors là, c'est, si vous voulez, 5 semaines après la naissance, dès que le petit sait voler et tout ça, on lui apprend à voler, on l'entoure de tout un tas de sentiments affectifs, on voit comment il se poupouille, il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est clair que là, on assiste, nous, on ne comprenait pas au départ, quand on voyait ces bagarres, on ne comprenait pas ces bagarres d'ailes comme ça, et là, c'est pars, toi, maintenant, tu nous gênes, tu n'as plus à être dans le nid, déjà le nid est petit, donc pour 2, ça suffit, mais aussi pour la prochaine couvaison. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pigeons, vous expliquez, qui vont à l'étranger, en banlieue, et qui reviennent. Il y a des pigeons qui vont manger ailleurs, ils ne restent pas tous, contrairement à ce qu'on croit, sur place. Alors, c'est là toute la difficulté de l'étude des pigeons dans la ville, si vous voulez. On avait l'idée avant d'une organisation en colonies, des colonies fermées, les mêmes, ils sont nés là, ils ne bougent pas, etc. En fait, la structuration, l'organisation sociale des pigeons, elle est à la fois très structurée, c'est-à-dire une hiérarchie à l'intérieur des groupes, des pigeons qui sont sédentaires, d'autres qui sont visiteurs, d'autres qui sont que des voisins épisodiques, etc. Et dans le même temps, elle est très souple. Vous venez, vous partez, vous revenez, etc. Alors ça, nous, on a pu le voir avec des scientifiques en baguant les pigeons. En faisant des suivis de cette nature, on a pu voir, mais on n'en est qu'aux prémices d'une connaissance sur le sujet. Il va nous amener encore d'autres éléments de réflexion. Un élément, par exemple, on croyait que ce pigeon voyageur qui pouvait faire des milliers de kilomètres, on se disait dans la ville, il doit pouvoir aussi bouger beaucoup. Et dans les faits, on s'aperçoit qu'un tiers des pigeons ne bougent pas à plus de 300 mètres de l'endroit où ils sont nés et où ils trouvent à manger. Donc assez casanier finalement. Alors avant de conclure, j'aimerais quand même que vous nous disiez qu'il y a des pays comme la Chine où le pigeon n'a pas du tout le même statut, parce qu'il pourrait, ça me fait fantasmer, il pourrait être là pour remplacer éventuellement un bug informatique. C'est dingue. Alors ça, si vous voulez, avec le sénateur De Gaulle, on n'arrête pas de demander aux autorités de prendre en compte quand même ce qui se passe. Quand vous avez les Chinois qui achètent à prix d'or les pigeons belges ou français, les champions de la colombophilie, ces pigeons qui ont réussi à faire Barcelone-Liège en quelques heures, quand les Chinois achètent des milliers de pigeons à prix d'or, et qu'on sait qu'ils ont constitué une unité militaire
colombophiles, on se dit, c'est pas par plaisir des animaux, c'est pas seulement parce qu'ils les aimeraient et tout. Ils ont une réflexion politique qui est de dire, en cas de grand bug informatique, il faudra trouver d'autres moyens, et ils ont décidé d'utiliser et de former les pigeons. Nous, on a le musée à Suresnes, on a simplement une unité de quelques soldats qui tourne autour du musée de Suresnes, le musée de la colombophilie militaire. C'est tout. On n'a rien d'autre. Et si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est pourtant, en tant qu'historien, de regarder l'histoire. En 1914, il n'y avait quasiment pas de pigeons militaires. Il a fallu, puisqu'on avait le télégraphe, il n'y avait plus besoin des pigeons. Sauf que les bombes, elles coupaient les fils télégraphiques, et c'est vers 1915 qu'on a développé la colombophilie militaire, parce qu'on s'est aperçu que là, les pigeons, eux, il n'y avait pas de philopathe, si je peux dire, et qu'ils pouvaient nous ramener des informations. Donc, conclusion, on a toujours besoin d'un petit pigeon chez soi, qui sont des animaux assez formidables. Il faut vraiment qu'on arrête de les regarder comme des bêtes malfaisantes. Alors, si vous voulez, déjà, nous, en tout cas au niveau de Aéro, ce qu'on veut, c'est casser ce discours alarmiste. Il n'y a pas surpopulation de pigeons, on en est à une cinquantaine d'études couvrant plus de 3 500 000 habitants. Si on prend l'ensemble des villes étudiées, on peut dire qu'il n'y a pas de surpopulation de pigeons. Par contre, il y a un nombre de sites où il y a des pigeons en trop grand nombre ou au moins des nuisances importantes qu'il ne faut pas nier. C'est pas la même chose, mais il n'y a pas surpopulation de pigeons. Il n'y a pas transmission de maladies de pigeons, en tout cas pas plus de problèmes avec les pigeons qu'avec un autre animal. Donc il faut arrêter ces fantasmes-là et il faut se dire qu'on a besoin du pigeon et qu'il faut cohabiter avec lui parce que nos villes sont de plus en plus attrayantes pour d'autres espèces animales qui, elles, ne sont pas des granivores comme le pigeon, mais des omnivores qui ont le droit de vivre, les corneilles, les laridés, tout un tas d'oiseaux ont le droit de vivre, mais ces oiseaux plus gros, qui sont omnivores, ont une prédation importante sur des petites espèces d'oiseaux. On ne peut pas vouloir une ville verte, une ville avec des beaux papillons, une ville avec des abeilles, une ville avec des petites mésanges et des petits moineaux, et couper un élément de la biodiversité qu'est le pigeon, qui est un élément important, puisqu'on voit souvent des photos avec un pigeon et des moineaux. Vous ne verrez jamais des moineaux avec des corneilles ou des laridés. Merci d'être le défenseur des pigeons. À bientôt. Merci. Merci à vous.